Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler d'un tueur en série qui a été surnommé le tueur au smiley, bien qu'il ne soit pas si gentil que ça. La personne dont on va vous parler s'appelle Keith Hunter Jefferson et selon lui, il aurait tué plus de 183 personnes. Comme d'habitude, si l'histoire vous intéresse, on vous laisse la regarder, la liker à la fin, nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et vous abonner juste en dessous si c'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire du tueur au smiley. Le 6 avril 1955 naît donc Keith Hunter Jefferson qui sera plus tard connu sous le nom du tueur au smiley ou en anglais The Happy Face Killer. Keith est d'origine canadienne, donc tant mieux pour tous les Québécois qui nous regardent parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup et que vous vouliez des affaires canadiennes, et il vient de la Colombie-Britannique. Il sera le troisième enfant de ses parents, Leslie le père et Gladys la mère, et il aura aussi deux autres sœurs et un frère. Leslie, son père, est un homme qui est alcoolique en plus d'être une personne très dominatrice, mais ce sont des choses qu'il va nier quasiment tout au long de sa vie. Et très tôt dans la vie de Keith, toute la famille va déménager à Selah dans l'état de Washington. Keith est un enfant qui sera très solitaire et en majorité rejeté par tout le monde, dont les membres de sa propre famille, notamment parce que Keith est d'une grande taille. Il est très grand et je ne comprendrai jamais pourquoi on en veut autant aux personnes qui sont grandes. Pour le détail, il mesurait du moins au moment de son arrestation 2,2 m, donc oui, c'est quand même assez grand. D'ailleurs, à cause de sa taille, ses frères vont le surnommer Igor ou encore Ig, et c'est un surnom qui va le suivre tout au long de sa scolarité. En plus d'être quelqu'un de très solitaire, c'est un garçon qui va être très turbulent, qui va avoir beaucoup d'ennuis et qui se fera donc énormément réprimander par son père à la maison. Et en plus de subir des punitions, il se fera également frapper par son père, notamment à coups de ceinture, et il le fera sans gêne devant les autres, ce qui est encore plus anéantissant psychologiquement, parce que d'une part tu te fais battre, donc physiquement c'est pas ouf, et psychologiquement devant les autres, c'est encore moins ouf. Et un jour, puisque les coups de ceinture ne suffisent visiblement pas, eh bien son père va tout simplement décider de lui mettre un choc électrique à 220 volts. Il faut savoir que très tôt, Keith va montrer un certain sadisme envers les animaux. On vous en a déjà parlé que la plupart, généralement, commencent par s'en prendre aux animaux. Et en fait, il va d'abord prendre un malin plaisir à regarder les animaux eux-mêmes s'entretuer avant de devenir l'acteur de ça et de prendre la vie des animaux lui-même. Comme exemple, il aimait bien prendre des planches, donc des planches en bois, clouer des corbeaux dessus ou des chiens, ou encore tout simplement piquer des chauves-souris avec des aiguilles. Et évidemment, comme la plupart des tueurs en série, une fois qu'on a fait le tour des animaux, on s'ennuie un peu et on n'est plus satisfait, donc il va directement vouloir s'en prendre à des humains, et c'est ce qu'il va faire par la suite. Et Keith va le faire relativement jeune, puisque c'est lorsqu'il aura à peine 10 ans qu'il va décider de concrétiser la chose et donc de s'en prendre à des êtres humains. Dans un parc de jeux, il va tout simplement décider de frapper son frère, Brad, à la tête, ce qui va faire qu'il va forcément pleurer par douleur, et en plus ça va lui causer des saignements. Et peu de temps après, Keith va s'amuser à insulter les gens dans la rue, notamment une femme qu'il va insulter de salope, et son fils, qui est donc à cette femme, qui est âgée de 16 ans, a tout simplement décidé de sortir de la voiture afin de donner une bonne correction à ce petit enfant de 10 ans qui commence déjà à être très virulent. Donc le garçon de 16 ans va donner des coups de botte de cow-boy à Keith avant de s'en aller et de le laisser là réfléchir à son acte. Et d'ailleurs, à l'époque, à ce moment-là, Keith est très ami avec un autre garçon d'environ son âge qui s'appelle Martin, et ensemble ils vont faire les 400 coups. D'ailleurs, Martin est même plus turbulent que Keith, donc les deux se sont bien trouvés, sauf que Martin, dès qu'ils se font prendre lorsqu'ils font un coup, il accuse tout de suite
Kiss, qui lui donc se prend toutes les retombées des actes qu'ils ont faits. Et au bout d'un moment, forcément, Kiss va commencer à s'énerver et décide donc de s'en prendre à son ami Martin. Il va donc décider de le frapper violemment jusqu'à ce que, fort heureusement, son père, le voyant, décide de séparer les deux garçons. Évidemment, le temps passe et il continue de se faire réprimander à la maison, donc l'ambiance familiale déjà n'est pas très sécurisante pour cet enfant. Et en plus, leur père décide de leur faire payer la chambre ainsi que en gros la pension, tout ce qui est nourriture, tout ça, afin que très tôt ils apprennent la valeur de l'argent. Un an plus tard, lorsque Kiss a 11 ans, il est en train de nager dans un lac avec des camarades à lui et un de ses camarades va prendre la tête de Kiss et va la plonger dans l'eau en tentant de le noyer. Après l'acte, Kiss va garder ça en lui et il va tout simplement décider de se venger et un peu plus tard, c'est lui à son tour dans une piscine qui va tenter de noyer ce fameux camarade. Évidemment, par chance, ce camarade a été sauvé par un maître nageur et donc cette histoire s'est plutôt bien finie. Lorsqu'il aura 14 ans, Kiss va commencer à clamer haut et fort qu'il aurait été violé, même s'il n'y a aucune preuve de ça, mais il y a des théories comme quoi ça aurait été lui et ses camarades qui auraient été forcés à se déshabiller à cause d'un voisin, mais encore une fois, ça reste qu'une théorie que lui a dit. L'homme aurait également enlevé ses vêtements et aurait forcé les enfants à faire de même et à se toucher, et c'est à ce moment-là que Kiss se serait échappé de la situation. En racontant cette histoire à son père, Leslie, il va décider de donner une arme à feu à son enfant qui a à peine 14-15 ans et donc Kiss va s'amuser à essayer de tirer sur ses voisins pendant qu'ils sont en train de cueillir des fruits, mais par chance, il va rater. Bien que Kiss ne soit pas l'un des élèves les plus brillants de son école, il va tout de même réussir à avoir son diplôme de fin d'études secondaires, mais ne va pour autant pas s'inscrire à l'université. De toute façon, il faut dire, son père ne l'encourage pas du tout et lui dit même que de toute façon, il ne sera jamais capable de s'en sortir si un jour il décide d'aller à l'université. Et c'est vers ce moment-là qu'il va rencontrer un certain Tom qui lui va tout simplement décider de lui apprendre le vol à l'étalage. D'ailleurs, un de ses camarades se souvient de Kiss et il dira d'ailleurs: il pouvait être brillant quand il le voulait, mais ensuite il agissait stupidement. Il pouvait être gentil ou se montrer très méchant, être généreux puis devenir avare. Il n'y avait jamais d'intermédiaire chez lui. Je me suis toujours demandé s'il contrôlait la situation, s'il n'avait pas des liaisons au cerveau. Un peu plus tard, son père, Leslie, va décider d'abattre le plus fidèle compagnon de Kiss, son chien qui s'appelait Duke. Selon Leslie, le chien se traînait un peu partout, donc il était dans un mauvais état et apparemment il aurait mangé du poison. Évidemment, vous l'avez compris, vu que son père était très méchant, ça fait juste suite à de nombreuses choses qu'il a fait, et d'ailleurs, il faut savoir qu'il félicitait Kiss lorsque lui tuait des animaux aussi. Après ça, Kiss va décider de partir de la maison et de trouver un travail, et il va devenir chauffeur routier. L'année suivante, en 1975, sa mère Gladys va malheureusement mourir. Kiss se mariera la même année que le décès de sa mère, en 1975, avec une jeune fille qui visiblement était l'une des seules relations qu'il avait pu avoir au lycée. C'est donc à l'âge de 20 ans qu'il va épouser cette jeune femme qui s'appelle Rose, et très vite le couple aura 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Sauf que tout n'est pas tout rose, puisque c'est à peine quelques années plus tard que Rose va soupçonner que son mari ait des liaisons. En effet, elle reçoit énormément d'appels de femmes qui appellent à la maison, donc au bout d'un moment, forcément, elle se doute que c'est pas juste pour le travail. Suite à ça, après 15 ans de mariage, ils vont décider de se séparer, enfin surtout Rose va le décider, puisque lorsque Kiss sera au travail, elle va tout simplement prendre toutes les affaires, les enfants et va partir loin de Kiss. Kiss continuera de voir ses enfants lorsqu'il les verra en ville et le couple va officiellement divorcer en 1990. Kiss a 35 ans, il pèse 110 kg et mesure 2,2 m. Son rêve à ce moment-là est d'entrer dans les forces de l'ordre et notamment dans la gendarmerie royale du Canada. Malheureusement pour lui, étant donné qu'il a été assez cabossé lors de son enfance, une blessure va l'empêcher d'intégrer cette gendarmerie et ça, plus le divorce, plus tout ce qui s'est passé, ça commence à travailler dans sa tête et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à tuer. Il va reprendre son travail de chauffeur, il va déménager mais toujours dans l'état de Washington et le pire va arriver. Sa première victime s'appelait Tonya, je pense que ça se prononce comme ça, et elle est morte le 23 janvier 90, proche de Portland, dans l'Oregon.
Keith va la rencontrer dans un bar et va tout simplement l'inviter à terminer la soirée chez lui afin de concrétiser. Oui, voilà. Et donc d'avoir des relations sexuelles avec elle. Et cette jeune femme qui a un léger retard mental, eh ben visiblement c'est ça qui va l'exciter sexuellement. Et concernant cette attirance, ce sont ses propres aveux qui nous fait penser ça. Mais cette jeune femme va tout simplement refuser de coucher avec Keith et lui, pris de rage, va tout simplement décider de la frapper. Une fois conscient de ce qu'il vient de faire, donc de l'avoir frappé à mort, il va tenter de masquer ça en l'étranglant. Il faut savoir que l'étranglement est sa chose favorite, vous allez comprendre. Il va aussi continuer de la frapper avec son poing jusqu'à ce que son visage soit méconnaissable. Et ensuite, il va retourner au bar, histoire d'avoir un alibi si jamais la police serait à sa recherche. Une fois l'alibi construit, il retourne chez lui, s'occupe du corps, le prend et va s'en débarrasser quelque part un peu plus loin sur une route, et le corps de Tonya, je pense que ça se prononce comme ça, sera retrouvé seulement quelques jours plus tard. La police, elle, n'a ni suspect ni aucune preuve, et Keith va décider de dessiner dans la salle de bain d'un restaurant routier ses aveux ainsi qu'un smiley qui sourit. Mais l'attention des médias va se tourner vers Laverne Pavlinac, une jeune femme qui a faussement avoué le meurtre de Tonya, qui donc l'aurait tué en compagnie de son petit ami qui est violent. C'est 2 ans et demi après le meurtre de Tonya que Keith va récidiver. C'est le 16 septembre 1992 que le corps non identifié, puisque je pense qu'elle a dû être frappée à mort, d'une femme va être retrouvé, violée, battue et étranglée en Californie. Selon les aveux de Keith, elle s'appelait Claudia, mais comme on l'a dit, elle n'était pas identifiable, donc on ne sait pas si c'est vrai. Toujours en Californie, 1 mois plus tard, ce meurtre, il va récidiver sur une femme qui s'appelle Cynthia. Lors de ses aveux, une fois qu'il est arrêté, il dira que Cynthia était une prostituée, qu'il l'a trouvée au bord d'une route et qu'en fait elle l'a réveillée lorsqu'il était en train de dormir dans sa voiture. N'ayant pas attiré l'attention que lui désirait avoir sur lui, il a décidé de prévenir les médias ainsi que la police en leur avouant les meurtres. Il écrira même une lettre de 6 pages dans l'un des journaux locaux, The Oregonian, tout en avouant tous les crimes qu'il a pu faire. Et puisqu'il signe chaque lettre d'un smiley, ça a poussé le journaliste qui traite cette histoire d'appeler Keith The Happy Face Killer. Sa prochaine victime à Keith sera encore une prostituée, elle s'appelle Laurie Ann Pentland. Elle est âgée de 26 ans et elle habite à Salem. Son corps a été retrouvé au mois de novembre et apparemment, elle aurait juste voulu doubler ses tarifs, ce qui n'aurait pas plu à Keith et qui l'aurait donc par la suite étranglé, parce que c'est son kiff. Il y a 6 mois qui s'écoulent et sa prochaine victime est retrouvée en juin 1993. Ensuite, c'est encore le tour d'une autre femme qui n'a pas pu être identifiée, qui va être tuée et retrouvée en Californie. Concernant cette victime, la police va penser à une overdose étant donné que cette femme consommait de la drogue et donc ils vont pas forcément penser à un tueur en série qui est en train de sévir en Californie. C'est 1 an plus tard, en 1994, qu'une autre victime va être retrouvée, mais cette fois-ci en Floride, donc notre Keith est en train de se balader dans les États-Unis. Et d'après lui, cette femme s'appelait Suzanne, mais encore une fois, ce sont que ses dires. En janvier 1995, il va accepter de prendre une jeune femme qui faisait de l'autostop, elle s'appelle Angela, et il va la conduire de l'état de Washington jusqu'en Indiana. Une semaine après, donc ils sont toujours sur la route, et Angela va demander à Keith de rouler un peu plus vite, car elle est pressée de retrouver son petit ami. Et Keith, qui visiblement n'a pas vraiment apprécié cette petite remarque, va décider de la violer ainsi que de l'étrangler. Par la suite, accrochez-vous bien, il a décidé d'accrocher son corps à l'arrière de son camion avec la tête vers le bas afin de lui arracher le visage ainsi que les empreintes. Le corps d'Angela ne sera retrouvé que quelques temps après que Keith ait donné tous les détails concernant son meurtre et donc pouvant aider la police à retrouver son corps. Il faut savoir que Keith avait une compagne à ce moment-là qui s'appelle Julie et dont il a décidé de se séparer 2 mois après le meurtre d'Angela étant donné qu'il la soupçonnait d'être là que pour son argent. Évidemment, elle ne serait pas citée dans cette vidéo si elle n'avait pas été étranglée par les mains de Keith le 16 mars 1995 dans l'état de Washington. Mais heureusement, pour toutes les autres femmes des États-Unis à ce moment-là, c'est ce meurtre en question qui va mettre la police sur la trace de Keith Jefferson. Keith Hunter Jesperson sera arrêté le 30 mars 1995
pour avoir commis un meurtre sur la personne qui était sa petite amie. La police l'avait déjà interrogé la semaine précédente, sauf que évidemment, il avait refusé de dire quoi que ce soit. Et dans les jours qui suivent ce premier interrogatoire, Keith savait que tôt ou tard, la police finirait par l'arrêter, qu'ils étaient proches du but, et donc il a décidé d'essayer du moins de se suicider à 2 reprises. Pour les 2 fois, il a pris vraiment une dose excessive de barbiturique, sauf que il est toujours en vie, mais il s'est dit bon tant pis, peut-être qu'au moins ça pourra m'aider à avoir la clémence du jury. Quelques jours avant son arrestation, il va écrire une lettre à son frère Brad dans laquelle il va avouer le meurtre de 8 personnes au cours des 5 dernières années et évidemment son frère va amener cette lettre à la police. Lors de sa détention, Keith va donner énormément de détails sur des meurtres, dont celui d'Angela, et il va se rendre coupable d'autres meurtres, mais va se rétracter aussi par la suite. Avec ses aveux, ça va amener la police de beaucoup d'États à rouvrir des cold cases, donc des affaires qui étaient fermées, et il va donner plein de détails sur certaines victimes, par exemple où retrouver le sac à main d'une victime, ou j'ai tué celle-là ici, histoire de prouver que c'est bien lui qui a fait tout ça. Au total, Keith a prétendu avoir commis 185 crimes. 14 crimes lui seront reconnus, dont les 8 meurtres dont on vous a détaillé dans cette vidéo. Il sera donc condamné à purger 3 peines de prison consécutives dans la prison de Salem en Oregon. En 1995, Keith va plaider coupable pour le meurtre de sa petite amie, Julie, mais va décider de faire appel pour le tout premier meurtre dont on vous a parlé, celui de Tonya. Sauf que après tout ce qu'il y a eu au niveau jury, etc., c'est en septembre 2009 qu'il va être inculpé pour ces meurtres. Il va être extradé vers la Californie pour faire face à ces accusations, étant donné que c'est là-bas qu'il y a eu énormément de ces crimes, et il va être encore une fois reconnu coupable pour le meurtre d'Angela, et il va avoir une 4e peine de prison, et celle-ci sera à perpétuité, donc il est toujours derrière les barreaux, et d'ailleurs il est plus très beau à cet âge. Dorénavant en prison, Keith s'est mis à la pâture, au dessin, et il faut avouer qu'il a quand même un sacré talent. Voilà tout le monde, c'est tout pour l'histoire de Keith Hunter Jefferson qui était un tueur assez glauque. D'après moi, je pense qu'il a commis tous ces crimes parce que, étant gosse, il a été rejeté par tout le monde, il a eu plein de traumatismes et vu ce qu'on a lu, apparemment il voulait surtout se faire reconnaître. De la mauvaise manière, mais il voulait se faire reconnaître, donc je pense qu'il a commis tous ces crimes à cause de ça. On espère en tout cas que cette histoire vous aura plu. Intrigué et intéressé. Voilà, exactement. Et si vous avez d'autres histoires que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et également nous dire ce que vous avez pensé de celle-ci dans les commentaires, de mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la petite cloche et nous, on vous dit à très bientôt. C'était Murders Explained et à mercredi.